Raluca Antonescu est une autrice suisse née à Bucarest, en Roumanie, et qui vit et travaille aujourd'hui à Genève. On peut dire ça, oui. Voilà. Elle a suivi une formation aux arts décoratifs et aux beaux-arts et a travaillé un temps dans la vidéo en tant que monteuse. Elle a publié 3 romans aux éditions de la Baconnière. L'Inondation, publié en 2014, un roman choral qui nous fait découvrir 8 personnages passionnants. Un soir, une inondation réveille tout un immeuble et au fil des pages, on se glisse au plus proche, au plus intime de tous ses habitants. Son deuxième roman est Sol, publié en 2017, pour lequel elle a reçu la bourse de la Fondation Linard, après l'élément de l'eau, l'élément de la terre. Ce roman raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Il parle de la terre d'origine de Raluca, la Roumanie. Il parle de l'exil, des effets du déracinement, de la reconstruction d'une vie sur une autre terre, de la mémoire. Ce roman a été traduit en roumain en 2021 par la traductrice roumaine Petruța Șpanu, qui a découvert le roman de Raluca ici même, alors qu'elle était en résidence au château de Lavigny en 2020 pour traduire un autre auteur suisse. Et finalement, son 3e roman, publié en 2021, Inflorescence, récompensé du prix Pitard de Landelin et du prix des lecteurs de la ville de Lausanne, qui s'inspire cette fois-ci du végétal pour raconter 4 générations de femmes à travers le siècle. Ce roman est également en cours de traduction en roumain, en allemand et en arménien. Raluca travaille actuellement sur son 4e roman, pour lequel elle change complètement de genre, de style et d'univers pour explorer le fantastique. Ce roman, qui devrait être le premier d'une trilogie, lui offre l'occasion d'écrire de la littérature pour la jeunesse. Ça, c'est moi qui le dis, peut-être pour faire le lien avec une autre activité dans sa vie, celle d'enseignante auprès de jeunes. Tu enseignes les arts plastiques. Voilà, peut-être que c'est l'envie aussi d'écrire pour eux, pour cette génération-là. Raluca intervient également régulièrement en tant que mentor, enseignante et modérateur à l'occasion de mandats liés à l'écrit. Bonsoir. J'ai un petit mot hésité à lire quand même un passage du travail en cours. Je trouve toujours un peu délicat quand il est encore vraiment dans mon ordinateur et de le sortir. Donc je vais vous lire 3 petits passages de mon dernier livre, Inflorescence. Déjà juste, inflorescence, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'il y a plusieurs fleurs sur une même tige. Donc il y a vraiment énormément de fleurs qui sont des inflorescences. Et j'ai décidé d'utiliser ce mot comme titre quand j'ai découvert que le pissenlit, qui est cette fleur jaune qui est absolument partout, n'est pas une fleur, mais est une inflorescence. Donc en fait, chaque petite pétale est une fleur en soi, avec son système de reproduction, et c'est pour ça que quand on a tous ces akènes qui s'envolent, c'est parce que c'est vraiment une centaine de fleurs sur une tige. Et du coup, Inflorescence parle vraiment, c'est une histoire sur 100 ans, 4 générations de femmes, que je mets en parallèle avec un lieu historique qui existe, qui est le gouffre de Jardel, qui est un énorme puits dans le Jura, qui descend vraiment à pic à 123 mètres de profondeur, et qui a été, comme beaucoup de grottes et de gouffres ou des fonds de lacs, utilisé d'abord comme bétoir, c'est-à-dire que quand des troupeaux et des animaux étaient malades, on les balançait dans le gouffre pour s'en débarrasser. Et ce qui a marqué vraiment l'histoire de cet endroit, c'est qu'en 1923, donc il y a maintenant exactement 100 ans, il y a plusieurs milliers de tonnes d'obus et de munitions inutilisées de la Première Guerre mondiale qui ont été déversées au fond du gouffre. Ça a duré plus d'une semaine, avec des chariots où ils ont déversé. Et il faut savoir qu'évidemment, comme toute cavité, au fond coule une rivière, c'est une source, et qui du coup après va nourrir les autres ruisseaux et finalement est l'eau qu'on boit et que boivent les animaux. Donc voilà, donc ça fait 100 ans que cette lente et silencieuse pollution du sol s'opère, et c'est vrai que j'avais envie de la mettre en relation avec un empoisonnement dans une famille finalement, et quand je parle d'empoisonnement, pour moi c'est vraiment le non-dit,
C'est ce qu'on se transmet de façon consciente ou souvent inconsciente d'une génération à l'autre et qui est vraiment un petit peu comme ce fil de poison, on ne sait pas à quel moment ça ressurgira. Donc je vais vous lire déjà le premier chapitre, parce que c'est, voilà, le premier chapitre d'un livre, c'est la première porte pour entrer. Et ça se passe, donc c'est le chapitre du gouffre, et ça se passe en Jura 1911. Elle coupa à travers bois et pressa le pas. Le plateau s'ouvrit brusquement et la lumière crue l'obligea à plisser les yeux. En baissant la tête, elle traversa un champ parsemé de touffes d'herbe jaunie. Agitées par le vent, elles lui firent penser à des crinières. Elle ralentit, essoufflée. Ce n'était plus très loin. Même à bonne distance, elle crut sentir les relents putrides qui remontaient du trou. Cet endroit était malsain. Le gouffre du diable, le nommaient les gens. Ce n'était pas pour rien. Elle posa son panier et avança prudemment, en tâtonnant avec le pied pour déjouer les éventuels pièges des abords. Sur tout le pourtour du gouffre poussait une herbe drue, d'un vert luminescent, éclatante au vu du reste de la prairie. Un mirage de vie, pensa-t-elle, un leurre, pour la tromper sur la vraie nature du lieu. Elle avait entendu tant d'histoires sur ce profond tunnel qui s'ouvrait sur un monde inatteignable, forcément monstrueux et abominable. Elle imaginait le fond grouillant de serpents aveugles et d'énormes vers gras. La nausée la saisit. Elle se souvint du jour où son père y avait emmené les 3 vaches. Trottinant sur place, les chevaux hennissaient, effrayés, refusant d'avancer malgré les coups. Elle avait été comme hypnotisée devant les têtes ballantes des vaches, langues pendantes, les yeux révulsés. De l'écume épaisse, jaunâtre, continuait à mousser autour de leur bouche. Plus de la moitié de leur troupeau avait péri à une vitesse fulgurante. Les 3 bêtes qui reposaient dans le chariot étaient mortes durant la nuit. Il avait fallu les isoler au plus vite et les emporter au gouffre afin qu'elles ne contaminent pas le reste. Après y avoir jeté les animaux, son père avait hurlé contre le gouffre. Il avait les yeux rougis, exténué et fou. Elle avait eu peur qu'il le soit lui aussi infecté. Arrivée au bord du précipice, elle dégagea son ventre rebondi. Dès qu'elle avait senti les premiers symptômes, elle avait frémi. Aucun doute possible. Elle était passée par là bien des fois. Elle ne pouvait se résigner à cette nouvelle grossesse. Une autre bouche à nourrir était inimaginable. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu pousser avec les grandes quantités de sauge qu'elle avait bu depuis le début. Même le mélange de plantes infectes, foncées et amères qu'elle était allée chercher chez la Mariette n'avait pas réussi à l'expulser. En se penchant autant que possible au-dessus du gouffre, elle fixa l'obscurité qui rognait les parois moussues, gorge sombre et vorace qui engloutissait les indésirables. « Pourquoi ça persiste à pousser ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Une chose était certaine. Cet endroit possédait la capacité d'avaler tout ce qui devait disparaître. « Diable, prends ce qui se trouve là, prends cette vie, dit-elle plus fortement. Un souffle lui balaya le visage et fit volter les mèches échappées de son fichu. Les effluves n'étaient pas désagréables cette fois-ci. Était-il possible qu'elle ait senti un souffle chaud? Elle avança encore un peu, tendant le cou au maximum. Une pierre se détacha sous son pied, et dans une fulgurance, elle se vit dégringoler à sa suite au fond du trou. Elle crut entendre un bruit d'eau avalant une masse. Affolée, elle se projeta en arrière et tomba lourdement sur le dos. Étendue sur l'herbe détrempée, elle tremblait de tout son corps. Elle allait être châtiée pour avoir osé demander une faveur au gouffre. La menace d'une punition lui écrasa la poitrine et elle comprit qu'elle ne lui survivrait pas. Elle se précipita à genoux et se signa, encore et encore. Plaquant son visage à terre, elle sentit contre ses lèvres la glaise froide. « Je vous en supplie, mon Seigneur, je vous en supplie, je vous en supplie. » Sa prière portait en elle toute la ferveur dont Père Pierrette était capable. Sa plainte était amère, épaissie de culpabilité et de dévouement. Elle avait la teinte noirâtre des plantes qui auraient dû faire revenir ses règles. Mais une intuition est vite balayée. Elle s'oublie comme le souvenir d'un souffle fétide. À ce moment-là, la vie en elle palpita, un regain de sang lui monta au visage, un soulagement détendit ses membres et lui procura une légère ivresse. Le Seigneur l'avait entendu. Il était de son côté. Elle sentit contre sa joue la caresse divine de brins d'herbe vert amande. Elle en arracha une poignée et les fourra dans sa bouche, les mastiqua à peine, les avala d'un bloc. Elle se releva, le nez et le front boueux. Forte d'une conviction désespérée, elle se pencha en avant et envoya un gros crachat verdâtre dans la gueule du diable.
Et je vais vous lire un autre passage qui est du coup le premier personnage qui se passe en 1924. Aloïse, l'aïeule, et qui est du coup une petite fille de 13 ans et à la suite que son père la jette dehors, elle est adoptée par une femme assez étrange, argentée, qui très très généreuse et qui décide de la prendre sous son aile et ensemble de bâtir un jardin pour raconter leur histoire à toutes les deux. Et donc là on est dans le Jura, 1924. Elles s'installèrent à nouveau sur le banc, dos aux rosiers sauvages. Elles avaient pris l'habitude de s'y asseoir un moment à la fin de chaque journée pour prendre acte de l'avancée. En regardant le champ en partie nu, Aloïse se dit que c'était comme si un coup de balai avait passé. On va créer un jardin de beauté. C'est quoi la beauté? Suzy l'observa longuement. C'était une des rares fois où Aloïse posait une question. Si on regarde une chose et qu'elle nous rappelle des sensations agréables, on va dire qu'elle est belle. Si les souvenirs sont désagréables, c'est laid. Aloïse baissa les yeux sur ses chaussures qu'elle nettoyait chaque soir, même si elles étaient propres, seulement pour le plaisir de passer ses doigts dessus. Comme le terrain était boueux, elle préférait travailler pieds nus pour ne pas les abîmer. Elle les remettait ensuite dans la maison et n'avait plus envie de les enlever, même pour dormir. La beauté, c'était ses chaussures. La beauté se contemple et se ressent. Elle possède un rayonnement qui t'atteint et te lie à elle, ajouta mademoiselle. Aloïse releva les yeux vers Suzy. La beauté, c'était aussi mademoiselle, malgré ses grands yeux étranges. Merci.